je suis fasciné d'à quel point ça fait la différence. Au tennis, je veux bien, je vois que tu joues mieux que moi. Au foot, je vois. Mais quand on est tous les deux dans une voiture, pourquoi toi tu vas... Pourquoi t'es devant? On a la même voiture. Je pense qu'on n'a pas trop de bruit autour de nous, mais voilà, là on fait vraiment live pendant le dimanche du Top Mark. Sur le magnifique stand de Bootsen Classic 15. On peut pas le louper parce qu'il a une petite étiquette sur le téton. Cédric. J'avoue, si vous savez pas qui je suis. Voilà. Et puis au moins même il a l'entrée. Ouais, on est juste à l'entrée du Top Mark là. Donc salut la famille Propulsion, bienvenue à un nouvel épisode. Bienvenue sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, de partout. On est de partout. Alors le concept, et on sait pas du tout si ça va marcher, ça risque d'être une conversation juste entre nous qui est totalement pas préparée, mais bon, c'est comme ça. Comme d'habitude, souvent. On a laissé un 4e microphone ici. Donc si jamais il y a des personnes qui veulent passer pour pouvoir discuter ou quoi, comment ça va? On voit le père de Cédric qui est là. Ah, il regarde la F1. Ah, il regarde la Formule 1. C'est pour ça, un ex-pilote de Formule 1 qui regarde la Formule 1, c'est normal aussi. Oh, tu sais. Comment ça va? Petite passion. Viens. On a un microphone. Venez discuter, tenez. Ah, mais mince. Mettez-vous ici parce que comme ça on vous voit mieux. Je lui donne Il mon faut casque, juste parler dans le micro avec le côté où il y a le petit rond. Bonjour micro. Alors on va vous donner un casque, comme ça vous vous entendez. L'autre sens. Bon, n'importe lequel. Hein. C'est très improvisé. Hein. Tout à fait. C'est le concept d'être ici sur votre stand, votre très beau stand, et de discuter un petit peu avec des personnes là du stand qui passent, n'importe qui. On s'est dit, on va discuter automobile, on va discuter voiture, et pourquoi pas avoir votre ressenti là sur le salon cette année. Comment ça s'est passé de votre côté? Il y a eu beaucoup de changements là au niveau du salon, dont cette nouvelle zone classique car. Et c'est de notre point de vue, c'est vraiment top. Hein. Ça a été vraiment super. Ouais, dans l'historique du salon, en fait, les 3-4 dernières années du salon, dans sa forme telle qu'il était avant Covid, c'était devenu plutôt un salon de tuning avec des gens qui venaient ici pour faire beaucoup de bruit, beaucoup de pollution et ramener beaucoup de monde dans les rues. Mais c'était pas un salon qui était du niveau que Monaco voulait représenter. Avoir, ouais, c'est sûr. Et donc ils ont arrêté tout ça et il y a eu le Covid et puis on a lancé maintenant le salon avec d'un niveau beaucoup plus élevé au niveau des exposants, au niveau de toutes les tuners, tout ça. Bon, tuners c'est des tuners, ils font ça très bien, ils font leur métier comme il faut, mais c'était pas ce que Monaco recherchait. Ils ont relevé le niveau assez fort avec les exposants qui se trouvent dans la partie, je dirais, de supercars, les voitures actuelles. Les gros marchands de voitures qui viennent exposer leurs dernières nouveautés. Il y a eu plusieurs lancements ici à Monaco. Et le lancement aussi de la partie classique cars avec des voitures de collection, les voitures historiques, les voitures, que ce soit les voitures de course et les voitures de route qui ont roulé dans les années 50, 60, 70 comme ça. Ça a été un gros hit aussi. C'est juste à l'entrée du salon. Il y a eu énormément. Là, on voit autour de nous, il y a plein de monde. Ah, oui. Des très très belles voitures. Donc bien sûr sur ce stand, mais de partout dans la section classique. Et tu vois aussi que les jeunes autour, ils sont tous quand même à regarder les anciennes voitures. Alors il y a deux choses. En fait, il y a eu beaucoup... Les gens qui viennent voir ces voitures sont des gens qui sont passionnés, mais vraiment des passionnés par ce genre de voitures-là, qui ont mon âge et qui ont une passion pour ces voitures-là depuis 40-50 ans. Donc ils retrouvent, mais c'est vrai, ils retrouvent les voitures de leur enfance ici. C'est ça. Voitures qu'ils n'ont jamais pu avoir ou pas pu avoir parce que les circonstances de la vie ont fait qu'ils étaient trop jeunes quand elles sont sorties. Puis ils ont travaillé, ils sont allés à gauche et à droite, ils ne les ont pas achetées ou voilà. Et maintenant elles sont toutes là dans un état, je dirais, comme neuf ou même mieux que neuf dans certains cas. Elles ont été restaurées, refaites et elles sont toutes très belles. Et c'est très très beau. Et on voit aussi un gros engouement de la part de la jeunesse qui voit toutes ces voitures, des supercars et des choses comme ça qui sont pratiquement toutes les mêmes. Hein. Il n'y a pas de grosses différences, à part la Lambo qui ressort un petit peu, mais parce qu'elle est très typée. Mais sinon, tout le reste, c'est toutes les voitures qui se ressemblent. Et ici, elles sont toutes différentes. Elles ont une âme, elles ont un cœur, elles provoquent de l'émotion chez les gens. Provoquent de l'émotion chez les gens et ça, c'est merveilleux, c'est magnifique. Hein. Ça ramène des souvenirs, je pense, pour chaque personne. Ils voient la voiture, ils se disent « Ah, je me rappelle, pendant cette période de ma vie, je faisais tant, ou j'étais ici, je vivais là, nanana. » Et ça, c'est vraiment cool. Et je trouve, ce qui est très cool sur le stand ici, c'est qu'on a bien sûr les classiques, la Stone, la Testarossa, etc.
On a une très moderne juste là, Lethal Design, et on a un peu une voiture qui colle ces deux esprits ensemble Ouais. avec une vrai. classique 911 électrique. En fait, on appelle ça plutôt du néo-rétro. Ok. C'est une voiture historique. La Porsche 911, celle-là, elle date de 1981. Voiture qui était entièrement restaurée, refaite. Donc on a pris la voiture normale et on a sorti le moteur, la boîte de vitesse, et on a remplacé ça par un équipement totalement électrique. Ça a demandé 3 ans de travail aux ingénieurs pour la produire, pour trouver toutes les pièces aussi, ou construire les pièces pour cette voiture-là. Il y a les batteries à l'avant, une partie des batteries à l'arrière, le moteur électrique à l'arrière, ce qui fait qu'on a gardé à peu près la distribution des masses d'avant. La voiture, elle fait à peine 100 kg de plus que la voiture C'est fou, d'origine. ça, Ouais, c'est fou. Elle peut faire à peu près 400 km d'autonomie, rouler à 200 km/h. Il y a 350 chevaux dedans, donc c'est quand même quelque chose qui passe beaucoup plus qu'à l'époque. Beaucoup plus qu'à l'époque. Et puis ce qu'ils ont fait en plus, c'est que la voiture, elle a été améliorée, mais dans l'esprit Porsche, je veux dire. Ils ont par exemple rajouté à l'avant les disques d'une 3 litres 2 parce que c'est plus sécure, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées, mais tu gardes quand même l'esprit et l'âme Porsche qui sont Et la très ligne. importants. C'est Parce ça. que si par exemple maintenant dans les centres-villes, etc., et ça se passe déjà, on n'a plus le droit de conduire les voitures qu'on connaît et que nous on aime beaucoup. Imagine pouvoir arriver au restaurant quoi, avec Exactement. cette voiture, Ah ouais, la c'est beauté génial, de c'est ça, génial. et de Mais ce qui pouvoir est- continuer. Ce qui est beau, c'est qu'ils ont réussi parce que d'habitude, quand tu construis une voiture, je présume que tu fais le moteur et après tu fais la carrosserie, etc. Et tu vois comment tu places ton moteur. Là, ils ont dû s'adapter totalement en fait. Absolument, c'est Parce ce que qu'ils je ne disais, pouvaient c'est pas que bouger. Ouais. ça leur a pris 3 ans d'en arriver là, et encore maintenant ils n'ont pas encore commencé la production. Ça, c'est une pré-production qui va être vendue un peu plus tard lorsqu'elle sera terminée, mais il lui faut encore 3 mois à peu près de travail. Et puis chaque voiture commandée demandera entre 9 et 12 mois de construction. Donc c'est oui, pas- C'est c'est comme, pas aussi comme les facile que voitures ça. neuves aujourd'hui. Ouais, Ouais, c'est de toute façon, ouais, ça C'est- change pas grand chose. Les délais sont les mêmes partout Non, je apparemment. parle pas des délais, je parle du temps Juste de la construction. construction. ouais, ouais. Une voiture moderne aujourd'hui, elle se construit en 2 jours. Hein. Ouais, c'est vrai. Toutes les Ouais. pièces arrivent, tac, 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 c'est monté. et puis, Mais parce qu'il faut trouver la belle coque, Ouais. la belle voiture quoi, de base. absolument, ouais, c'est sûr. Et on va faire une petite transition parce que j'ai envie d'avoir votre point de vue. On a eu un super événement ici hier soir pour fêter les succès du Tour Auto. Ah, ça c'était une belle aventure. Parce que j'y ai toujours pensé et j'ai jamais pris le pas pour participer au Tour Auto. Eh ben, c'est une grosse erreur. Ouais, C'est qu'il une faut le très faire. grosse- Quand on a envie de le faire, il faut le faire. C'est Ouais. c'est impératif. C'est un événement extraordinaire. On passe 5 jours sur les routes de France, dans les endroits les plus beaux. On ne s'imagine même pas qu'il y a des endroits aussi beaux en France. J'ai découvert tellement de choses. Moi, j'ai fait le Tour Auto 3 fois avec des itinéraires à chaque fois différents. Il y a le côté compétition, bien sûr, mais il y a le côté Ouais. découverte et Il y a de très belles routes. on tourne dans des endroits c'est mais incroyable. incroyables, vraiment incroyables. Cédric Puis- l'a fait l'année Puis on dernière. va manger dans des châteaux à midi, des trucs ça. que tu Ouais, tu les savais lieux pas sont qu'ils incroyables. existaient. Tout ce qui est autour. Et Exactement. quelles C'est- sont les difficultés un petit peu? Parce que j'imagine ça doit être quand même Alors, un sacré challenge. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs difficultés, mais comme je l'explique, et comme je l'ai dit hier soir dans le speech, en fait, quand on participe à une course comme ça et quand on gagne, bon, j'ai eu la chance de gagner la dernière édition, mais quand on gagne, c'est toute une équipe qui gagne. Il faut que le côté humain fonctionne bien, l'entente entre le pilote et le copilote, la préparation aussi des étapes spéciales, la préparation de la voiture, donc côté technique doit Ouais. fonctionner aussi. Au niveau de l'organisation, ça doit bien marcher. Il ne doit pas y avoir le moindre couac. Et c'est dans ces conditions-là qu'on gagne. S'il y a une chose qui ne fonctionne pas là-dedans, ben on perd la course. Donc ça, ça demande c'est un événement. Je veux dire, quand on participe à un Grand Prix de F1 ou à une course, même une course d'endurance, ça dure 24 heures. 24 heures, c'est terminé. Là, c'est 5 jours non-stop. On prépare les spéciales jusqu'à minuit, 1h du matin. On va se coucher. À 6h, on est debout pour reprendre la route. Pour reprendre, ouais. Physiquement, ça doit être intense. Ah, hein. c'est assez dur. Il faut être bien préparé, bien reposer. Il faut emmagasiner du sommeil avant de Même- partir. Mais je peux dire, même pour ceux qui ne font pas le tour auto officiellement, genre juste les voitures balais ou quoi, c'est fatigant aussi. J'imagine c'est des horaires qui sont intenses. Oui, Mais ça- c'est intense. Ouais. Je trouve que c'est une des choses qui est les moins compris dans le sport auto, c'est que c'est regardé vraiment comme un sport individuel, mais c'est un sport d'équipe. Que ce soit en Formule 1, que ce soit en endurance, que ce soit le Tour auto ou d'autres rallyes, Mille-Millia, etc. C'est vraiment... Il y a l'équipe, il y a tout ça, il y a les mécaniciens, il y a tout Ouais, ça ouais. derrière qui suit quoi. Comme tu dis, C'est- c'est un tout. Hein. C'est un tout et je veux dire,
Un pneu crevé, on perd la course. Un moteur qui casse, on perd la course. Une erreur du coéquipier, on perd la course. Une erreur de pilote, pareil. Un mécanicien qui oublie de serrer un collier de serrage et c'est perdu. Donc c'est vraiment une course d'équipe où tout le monde doit donner à 100%. Il faut 100% partout. Sinon, on n'arrive pas. Hein. Et surtout que c'est des vieilles voitures en plus, donc il faut en prendre encore plus soin parce que ça a quand même une valeur. Donc c'est vrai que non, mais il faut prendre en compte. Hein. Oui, mais ça on n'en tient pas trop compte en fait. Par contre, le fait que c'est une vieille voiture, on en tient compte dans la façon de conduire. On ne la martyrise pas. Non, on la martyrise pas. On va jusqu'à une certaine limite, mais quand c'est très bosselé par exemple, on lève le pied juste pour être certain de pouvoir passer la prochaine bosse sans casser quelque chose. Donc à ce niveau-là, on fait très attention. Mais sur les circuits et dans les... Bon, on amène la voiture à la limite, mais sans prendre de risques. D'accord. Après, toi, tu es un pilote professionnel, donc tu peux un peu te permettre, tu connais ces voitures, je veux dire, tu peux te permettre aussi d'aller un peu plus loin que la plupart des gars, plupart des gars dans le parcours aussi. Oui, je dirais que plus on recule dans la grille, plus les gens vont prendre de risques parce qu'ils savent moins bien conduire, ils ont moins d'expérience, moins l'habitude de faire, c'est vrai, mais je dirais même en général, les gens font très attention, même sur les circuits, il n'y a pas beaucoup d'accrochages ou d'accidents, des choses comme ça. Ils veulent arriver au bout et 5 jours, c'est très très long. Et chaque année, j'ai pu voir que c'est vraiment une course, presque une course d'élimination. Hein. 5 jours, c'est vrai que c'est super long. Et tout le monde peut y accéder à cette course. Par exemple, si moi demain j'ai un coéquipier, j'ai une voiture et je dis je veux le faire, c'est possible? Enfin, je sais pas comment ça fonctionne. Il suffit d'obtenir une licence. Pour ça, on doit passer un test à la FFSA par exemple pour récupérer une licence. Je ne sais pas comment ça marche chez vous, mais ici on doit faire, je crois, 1 ou 2 courses d'endurance ou un test, je ne sais pas. Mais c'est pas compliqué. Hein. D'accord. Est-ce que le fait, comme vous avez tellement un palmarès de victoires dans toute catégorie, c'est une question qu'on ne peut pas demander à grand monde, mais est-ce que le fait que ça dure 5 jours, la victoire est d'autant plus savoureuse que par exemple en F1 où la course dure 1h30, 2 heures, enfin c'est complètement différent, mais est-ce que le fait que ça dure plus longtemps, ça rend ça encore plus spécial? C'est une très bonne question parce que en fait, le tour auto, quand la voiture est préparée, elle est prête, comme c'était le cas cette année-ci. Moi, je suis arrivé, je suis monté dedans, j'ai pris le départ du tour auto. Ça a duré 5 jours plus la préparation. J'avais fait quelques tours, une petite course de préparation Mugello avant, mais sinon c'est tout. Moi, je me suis occupé de rien d'autre que de conduire la voiture, etc. Quand on participe à une course de F1, il y a 6 mois ou un an d'essai. Il y a toute la période de préparation, il y a tout ça. Quand j'étais chez Williams, par exemple, sur l'année complète, j'ai été assis 120 jours dans la voiture. 120 jours dans la voiture de course, dans la F1. Donc c'est pas juste une course qui dure 1h30, c'est tout le reste, toute la préparation. Ouais, j'imagine, ça doit être l'historique autour. Hein. Donc la satisfaction pour moi, la satisfaction est la même. Gagner, que ce soit le Tour Auto, un Grand Prix de F1, ma première course de Formule Ford, de les 24 heures, etc., c'est tout pareil. Ouais, j'imagine. Je sais pas si tu dois y aller. Il y a Gad Elmaleh qui vient de rentrer sur ton stand. Bonjour, mais fallait dire bonjour quand même. Ouais, faut aller dire. Nous, on va continuer le podcast. Peut-être qu'il va venir lui aussi nous rendre visite. Tiens, je te reprends ça. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Très cool d'avoir un vrai live là. Et surtout on a les caméras, on est vraiment en live, donc désolé pour le bruit les gars, si vous entendez un bruit de background, si ça passe devant les caméras ou tout ça, c'est vraiment improvisé. Ça va Cédric? On fait ce qu'on peut. Il essaye de faire venir Gad Elmaleh sur le podcast, on va voir si ça se passe ou pas. Mais là on est vraiment en live. On est en live. C'est dingue de faire le Tour Auto, il a gagné le Tour Auto, il a gagné des courses de F1, un palmarès en endurance aussi. C'est fou, t'imagines? Ce qui est beau, c'est qu'il nous partage ça d'une manière où il a vécu, tu vois, là il nous l'a dit, il l'a vraiment vécu. Et c'est vrai que j'ai pas trop entendu la réponse parce que tu sais, j'ai pas le casque. Ah oui, t'as pas le casque. Mais entre guillemets, on peut faire la course, du coup, il faut juste avoir la licence. Il faut avoir la licence et la voiture. Et ça prend du temps aussi d'avoir une licence, je présume. Moi, le Tour Auto, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pouvoir faire le plus possible. Ouais, on aura peut-être des personnes qui passent devant les caméras ou quoi que ce soit. Oui, ça c'est parce que c'est vrai que j'avais pas vu la caméra. Ouais, en train de tourner encore. Mais en tout cas, c'est cool, le Top Arthur, on est juste là. Et d'un coup, tu sais pas ce qui va se passer, qui va venir. Et puis surtout que c'est un super endroit, du super voiture, de vrais passionnés. Ouais. Et je l'avais pas vécu comme ça, ce Top Mark. Toi, t'avais jamais fait Top Mark avant? Je l'ai fait une fois, mais j'avais pas trop aimé parce que c'était très, comme il disait, tuning, machin, etc.
Là aujourd'hui on travaille vraiment, enfin on vient tous les jours, je suis venu tous les jours pour voir des voitures quand même d'exception, des voitures que tu vois jamais. Ouais. Tu vas en voir peut-être, il y en a 20 dans le monde certaines. Il y en a moins. Hein. Celle-ci, il y en a 8 je crois. Les F1, t'as la F1 de Schumacher juste là-bas. C'est des voitures qui ont un palmarès de course et tout. C'est quand même. Et que tu vois pas du tout, donc c'est vrai que là il y a pas mal de monde sur le... Ouais, là d'un coup il y a pas mal de monde. Tout ça, il faut qu'on en fasse un ensemble de toute façon. On va aller faire un kart ensemble. Tiens regarde, parle un petit peu au micro quand même. Tiens, je te passe mon casque. Bon, après ne te sens pas, t'inquiète, hein, si tu dois y aller, j'ai pas envie. Faut juste parler où il y a le petit cercle, tu vois, sur le microphone. Juste là, tu parles où il y a le petit cercle de l'autre côté. Juste là. D'accord. Donc tu as un circuit de kart. Je suis moniteur diplômé depuis 25 ans au circuit. Waouh. Et le kart, tu as toujours été. Alors au début, c'était une passion, puis petit à petit, c'est devenu. Alors, tu sais, je vais dire un truc. Je suis chanceux parce que je fais partie des gens qui vivent de leur passion. Ouais. Ah, ça c'est incroyable. Aussi, hein, donc ça va, on a la chance. Alors d'abord, c'est pas quand on monte le matin, quand je prends la route pour monter au circuit, j'ai pas l'impression d'aller travailler. Ça c'est incroyable. C'est incroyable. Tu arrives, alors c'est un endroit où les gens ils viennent pour s'amuser. C'est un loisir pour Ouais. s'amuser. Tu vois du monde tous les jours, c'est pas les mêmes personnes que tu vois tous les jours. Ouais. Et puis tu vois du beau monde aussi. Ouais, mais j'imagine tu dois rencontrer dans le monde, donc, surtout en étant proche de Monaco. Alors proche de Monaco, c'est le seul circuit dans les Alpes-Maritimes. Ouais. Ça c'est dingue. Donc, C'est celui où on est allé. Ouais. D'accord, Gourdon. Voilà. La Sarré. donc, là, on l'a refait à neuf le circuit là. Ah ouais. Les abords, mais il est devenu vraiment un beau circuit, mais vraiment un beau. Il faudrait qu'on y aille parce que moi c'est vrai que j'adore ça. Toi tu réfléchis à voir ça aussi. Moi je réfléchis à faire un championnat de Il kart. hésite peut-être Ouais, à j'hésite. investir. Il dans faut un que je kart. m'entraîne plus. Et j'hésite à investir dans un kart pour pouvoir venir les week-ends. Il faut s'entraîner, ça demande beaucoup d'entretien. Malheureusement, la compétition, ça coûte cher. C'est ça le problème. Ça coûte C'est cher. ça le grand Alors, problème. tu sais, contrairement à ce qu'on pense, ce qui coûte cher, c'est pas l'achat. L'achat du kart, c'est rien. Ce qui coûte le plus cher, c'est les pneus. déplacements. Ah ouais, Non. ah ouais. Ah, les les déplacements. déplacements. Les déplacements, t'imagines un peu pratiquement en moyenne tous les 2 week-ends, t'as un championnat. Ouais. Tu arrives, il faut le déplacement, il faut l'hôtel, il faut l'hébergement, il faut D'accord, ceci, cela, ouais. l'inscription, il faut ceci, cela, parce que le kart tu l'achètes, oui c'est bien, mais après il y a tout ce qui vient avec. Il y a tout Parce ce qui qu'après, il va faut changer le moteur, enfin refaire le moteur tous les 24 heures. Non, avant. Oula. Avant Ah oui, Ah, oui, moi, il y a certains moteurs. Alors ceux qui font des championnats, des vrais championnats, ils le refont pratiquement après chaque week-end de compétition. Ah oui, ok. Ah oui. Ah ouais. Ok, donc Ouais. c'est du sérieux. Ouais. Et après, en loisir, ça peut, Ouais, on laisse, ça peut durer. On laisse, voilà. Mais et du coup, t'es moniteur, c'est-à-dire si demain Seb veut vraiment prendre des cours, machin, etc. Toi, tu entraînes même des gens, que des jeunes ou plus En fait, tu sais, au début, c'était un amusement. Je te cache pas. Et puis après, la Fédé, ils nous ont obligés à avoir un brevet, ce qu'on appelle un brevet fédéral. D'accord. Donc, je l'ai passé en 2003. Quelques années plus tard, en 2004-2005, le ministère de la Jeunesse et du Sport, ils ont dit écoutez, dans tous les sports, il y a un diplôme d'État comme le reste, et il n'y a que le kart qui n'est pas encore encadré. Donc, on impose à tous les circuits d'avoir des moniteurs diplômés. Ouais, je suis allé le passer à Clermont-Ferrand. Ah ok, ouais. Je faisais 1300 km aller-retour. Pour aller passer ce diplôme. Pour aller, non, mais les cours, parce qu'il y a 12, ce qu'on appelle UC. Mais tu sais, quand t'as plus l'habitude, c'est difficile de s'asseoir et de dire voilà. De faire les cours, de faire le théorique. Et en fait, c'est juste que, au cas où, c'est plus. Tu sais, on te parle pas de ton métier parce que ton métier, tu le connais. On s'en fiche, entre guillemets. Mais par contre, la théorie. C'est le public. Le public, alors là, c'est comment gérer le public, le mettre en sécurité. Et puis former des pilotes. Mais former des pilotes, ça, eux, ils peuvent pas. C'est toi, je veux dire, c'est ton expérience à toi. Eux, ils s'occupent de tout ce qui est règlement. Ok, je vois. Mais moi, un truc, là, quand on a discuté la dernière fois, j'ai voulu te demander, mais c'était super rapide. Moi, j'étais dans le rush. Tu as dû voir des pilotes, mais des légendes venir à ton circuit. Est-ce qu'il y en a un où tu t'es dit mais il est vraiment sur un autre niveau incroyable, quel parce que toi talent. tu vois tous les jours tourner les gens. Tu sais, celui que j'ai côtoyé le plus jusqu'à maintenant, c'est Michael Schumacher. Ah bah oui, la première fois qu'on l'a vu, c'était en 94 quand il était chez Benetton. Ok. Ouais. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était en 2006-2007, juste avant qu'il arrête chez Ferrari.
Ouais. Donc c'est là que je l'ai vu là pour la dernière fois. Mais pendant ces années-là, c'est bizarre, mais je peux pas t'expliquer. Tu sais, quand tu es avec lui, t'as pas l'impression d'être avec un champion. C'est bizarre. Il était C'est bizarre super quand même. humble, Voilà, c'est super ça, c'est En sympa. fait, tu sais, ces gens-là, comme Gad, Comme Gad. tu sais, ils ont du mal à faire confiance au départ, tu sais. Mais le gars, une fois qu'il sait que tu es là, pas pour voler des photos, pour faire ceci, cela, le mec, il se lâche. Bah, ils sont obligés de se mettre dans cette bulle au début. Et il y a eu plein d'anecdotes rigolotes, tu sais, parce que Schumacher, quand tu arrives là, ça arrive là-haut, tu as vu le circuit, tu te dis putain, mais c'est impossible qu'il soit là, quoi. C'est pas possible, c'est pas. Voilà. Ouais, faut connaître quoi, faut connaître, faut y arriver. Voilà. Ça va? Voilà, donc, Tiens, tu veux te poser entre temps? Bon. C'est vrai, On parle du circuit, on parle des plaisir légendes. de te revoir, Katir. ouais, y a pas de Franchement, souci. ça fait un Il est moment. parti hein. où, notre ami Ah, il arrive. Ça marche. Il monte dans une GT40 et après il. Ouais, non, mais Ah oui, il est pas mal. entre- Il se Il est fait entre plaisir. de bonnes mains. Exactement. Ah bah ouais, les meilleurs du salon, je pense. À part Emmerich. Notre- Mais en fait, je te dis ça parce qu'il faut en profiter tant qu'il est là. Il est passionné. Ouais, Tu- je sais bien. tu Je l'as- sais bien. Il est cool. Hein. Absolument, mais Mais comme on parlait, disait, vraiment cool. on en discutait juste avant, c'est qu'ils ont du mal des fois. Ils sont dans leur bulle, ils veulent pas. Je sais pas, ils se donnent pas facilement. ça, même. C'est les normal. figures c'est publiques, normal, c'est comme ça, ils c'est normal. sont- Tu sais, ils sont harcelés. Il y a plein de parasites autour d'eux. Exact. Mais un truc Et que je on trouve- parlait, on revient tout à l'heure. Schumacher, je te dis, c'est là. Voilà, laisse tomber. Parce que lui, c'était quand même un niveau Schumacher. Et Oui, puis, à bah, l'époque. oui, à l'époque. J'ai regardé son documentaire, il y avait son manager. Il a dit, je me rappelle, une fois on était à Milan dans un restaurant, on a commandé une pizza. Et juste quand on a commandé la pizza, on a su qu'il a signé pour Ferrari. Et c'était la dernière fois qu'on ait pu sortir, manger en public ensemble sans se ouais. faire harceler. Parce que dès qu'il a signé pour... c'était peut-être pas Ferrari, mais en F1, ça a dû être Benetton ou quelque chose. Ouais. C'est bon, sa vie a C'est parce changé. qu'il a commencé fort, hein. Faut dire ce qu'il y a aussi. Hein. Et son coup Et- de volant, est-ce qu'il était... Ouais, particulièrement, impressionnant. ouais. Non, mais tu sais, ce qui est impressionnant, c'est sa façon d'être. Ouais. Ce mec-là, en privé, comme en public, en privé, il est adorable. Tu peux pas savoir comme il était sympa, ce mec-là. C'est beau ça. Laisse tomber, quoi. Et puis quand il s'entraîne, tu sais, un jour, il est venu s'entraîner, puis il s'est mis à pleuvoir. Et puis d'un coup, j'entends un mec rouler. C'est pas possible, il n'y a personne, à part Schumacher. En plus, le mec, il roulait avec les pneus en slick. Ça l'a pas empêché de Sous la rouler. pluie, ouais. Et tu sais, quand il a fini Ouais. de rouler, il vient souvent avec des copains à lui, avec des amis. Je ne l'ai jamais vu embaucher ou venir avec un mécano. Ah, il faisait tout lui-même. Il vient avec son camion, il décharge, il prépare les cartes, il fait la mécanique, il fait rouler sa femme. À l'époque, il venait avec Josh Verstappen. C'était Ah son oui, pote à ouais, l'époque. ouais. Il venait avec d'autres pilotes aussi parfois, avec sa femme, avec ses parents. On a eu de la chance de les connaître. Et c'est lui qui fait la mécanique. Et le soir, Ça, c'est beau. t'imagines un peu, c'est lui qui nettoie. Ils s'en vont tous. Il reste seul la plupart du temps. Il nettoie les cartes au chiffon, quoi. Mais ça montre la mentalité. Il Mais- est champion, Ouais. mais il je vient, veux il dire- fait la mécano Mais lui-même, il c'est ça nettoie le qui est- kart. C'est ça ce qui est impressionnant. Si il fait sa mécanique, sa propre mécanique, tout le monde s'en va. Alors il est capable de dire, bah écoutez, les gars, rangez-moi ça et ramenez-la. Non, le mec il nettoie, il range tout. Il prend soin de son matériel. Mais il n'a jamais, contrairement à ce qu'ils croient les gens, il n'a jamais eu de chauffeur, ni Ferrari, il n'est jamais venu en hélicoptère comme ils racontent les gens. Je veux dire, le mec, il est venu en vélo, en moto, en voiture. Voilà. Et surtout, c'est le fait juste qu'ils viennent faire le kart en étant champion. Ouais. Il y en a beaucoup qui vont se dire, je suis champion de F1, je vais Maintenant, plus j'arrête, continuer le ouais, kart, tu sais, etc. bah, tu vois. c'est ça parce Mais qu'en lui fait, qui t'imagines revienne. jamais voir Schumacher là-haut. Ouais. C'est pour ça que je te dis, une fois j'ai un livreur, t'as le mec quand il est arrivé, il me dit, j'ai vu un monsieur derrière mais il ressemble beaucoup à Schumacher. Je dis, Schumacher ici, c'est bizarre. Le mec, bon. Et puis en déchargeant les cartons, il me regarde, il me dit, ah oui, il ressemble quand même beaucoup. Je dis, mais tu sais, et j'étais gêné parce que je me suis dit, si je lui dis que c'est vraiment Schumacher, il risque d'aller l'embêter alors qu'elle Ouais. était en famille. Ouais. Donc, et puis après, tu sais, c'est une forme de trahison. Il était avec sa femme et ses enfants en train de manger, j'avais pas envie de l'embêter. Bah, pour toi, c'est peut-être une des raisons pour laquelle des pilotes comme Schumacher, etc., viennent chez toi parce qu'ils savent que personne va nécessairement écoute, s'attendre. on a Maintenant, eu- le seul truc, c'est que c'est très connu On a chez eu de la toi. chance jusqu'à Ouais. maintenant, c'est que tu sais, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Ouais. Vous êtes Ouais. peut-être jeune pour ça, mais on n'avait pas Internet, on n'avait pas les téléphones portables. Et à l'époque, il y avait les magazines People, et ils nous proposaient de l'argent, pour avoir des photos. Ouais.
J'ai jamais fait. J'aurais pu, franchement. Y a pas plus facile. Oui, Ouais, mais c'est c'est pour une ça trahison, qu'ils te c'est faisaient pas beau, confiance et ouais. c'est pour ça qu'ils venaient. C'est le cas avec Gad, c'est le cas avec d'autres pilotes. Ouais. Parce que En t'as ce des moment- en pilotes. ce moment, que Ouais, ils c'est viennent. des photos qu'on garde au show. T'as quelques-uns des pilotes actuels qui viennent faire s'entraîner et tout. Alors, ça va? Alors j'en ai un en ce moment qui est tu vas tritonner peut-être. Ouais. Toto Wolff. Ah ouais. Ah ouais. Il vient faire du kart lui. Non. Mais il a ses enfants. Il vient Et pour sa lui. femme. Il vient pour Il vient pour lui. lui Il vient pour lui. On dirait voilà. Il vient Ouais, voilà, on il va vient pas, pour on va lui. pas dire Il plus. vient pour lui, mais il y a lui, il y en a, on a David Coulthard, Mais il y a c'est- Thierry Boutsen qui. Ouais, qui- ouais. qui- Mais c'est là où tu vois que c'est des vrais passionnés parce que même tu vois ils ont aujourd'hui ils ont quand même beaucoup de choses. Ils pourraient très bien faire un tour de F1 machin, mais non, ils vont à Mais- leur base, tu vois. C'est Ouais. ça Mais qui est beau. n'oubliez pas qu'ils viennent pas que pour faire du kart. Ces gens-là, ils viennent là-haut aussi pour Se remettre, ouais, voilà. Là, par exemple, Schumacher à l'époque, tu sais que le jour où quand sa mère est décédée, c'était la veille d'un Grand Prix. Dans la semaine qui a suivi, il a fait l'enterrement et puis il est venu au circuit. J'osais pas le déranger. Ah ouais. Donc il était, je suis Mais allé, lui, il je suis voulait allé, juste. je suis allé lui, Michael, écoute, toutes mes condoléances et basta, stop. Et après, j'ai demandé à son responsable de sécurité, j'ai dit, mais écoute, c'est bizarre qu'il soit là. Et puis, il ne vient pas rouler. Je veux dire, depuis qu'il est arrivé, il fait que de la mécanique. Il me dit, mais Katir, il est venu pour se détendre, pour s'échapper un peu à la pression. Ouais, c'est médiatique. ça. Il a C'est- fait la c'est ce qu'il mécanique faut du faire matin de au temps en soir. temps. C'est fou ça. C'est- Mais donc, apparemment, c'est ça que Cédric il nous avait raconté. Il avait dit les pilotes avant, ils étaient tellement plus impliqués dans la mécanique. Maintenant, ces voitures, ouais. c'est tellement limite des ordis. Bah c'est Qui- ça, maintenant qui ils le- gèrent, ils branchent un Alors, truc ils sont et ils plus- savent ce qu'il y a. C'est quoi. simple, on a connu Rosberg. Beaucoup. Oui, ouais. Rosberg, il a Keke débuté ou sa Nico carrière là-haut. Non, Nico. Nico. Ouais. Il a débuté sa carrière là-haut. Et quand en 2016, il venait beaucoup au circuit. Et il venait en hélicoptère Ah oui, pour gagner du temps. Si tu veux. pas mal. Il a dû en gagner du Il temps. venait c'est pour quand gagner même, du temps. Voilà. Et surtout qu'il en a des histoires. hein. Où il y a le petit cercle là, Gad. Enchanté. Mais il faut qu'ils restent là. Restez tous ici, les gars. Reste Katir. Il a Bon, de il faut belles qu'il- histoires d'ailleurs. Comment ça hein. va, les gars? Ça va, va. nickel, Ça fait merci. plaisir en tout cas. Salut, Seb. salut, Enchanté. ça fait plaisir. On a Bon, Thierry, on a salut. tout le monde. Le blond, les amis, on a Thierry, hein, on a le blond. Tant que quelqu'un garde l'œil sur le petit ici. Il est où Ouais. Il est où Bon, bah content d'être avec vous. Et ça fait ici. plaisir, ça fait plaisir. Euh, Elles sont incroyables les voitures là, hein, Elles autour de sont nous. complètement dingues. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure à Katir, à Thierry. Moi, à la base, je connais pas bien l'univers de l'automobile et je suis pas un expert. Mais je suis touché quand il y a de l'histoire, quand il y a du caractère. Et c'est la première chose que je lui ai dit. Et tout ce qui est un peu vintage, un peu classique, ça me raconte un truc qui me touche. Ouais. Et tu vois, j'ai toujours besoin d'être touché par quelque chose. Et c'est marrant. Voilà. Alors il vient de me toucher. C'est La pas vanne, très la vanne, radiophonique. la vanne. C'est pas très radiophonique, mais Thierry m'a touché. Non, Mais je c'est sais pas ça si qu'on vous se avez disait, ça ouais. aussi. C'est comme, Ouais, bien sûr. c'est comme avec les athlètes, par exemple, ou même les pilotes. En ce moment, je suis en train de regarder ce que vous avez tous vu 1000 fois, Drive to Survive Ouais, sur incroyable. Netflix. Et alors, avec mon fils, je vois qu'on se projette dans des personnalités de pilotes qui sont au-delà de la technique, au-delà de la mécanique, au-delà de la performance. Ouais. Il y a des pilotes, ils m'énervent. Là, tu te dis, eh ben non. Et il y en a d'autres, j'ai envie qu'ils soient mes amis. Ouais, bien Mais sûr. de la même manière que Ouais. moi, Federer, je l'admire. Les autres, bon, ils sont bons, mais je m'en fous un peu. Oui, c'est le caractère qui est derrière. Mais ça, c'est Drive to Survive, ils ont bien sorti ça. Et nous, on disait avec Thierry, juste là, les voitures classiques comme ça, les voitures modernes, c'est très beau, c'est très impressionnant. Mécaniquement, c'est dingue. Mais il y a une histoire derrière et ça fait ressortir une émotion. C'est Parce ça. qu'on a peut-être un souvenir du moment où on habitait, quand on a vu cette voiture pour la première fois, un ami ou qui a pu conduire Voilà. celle-là, les émotions Ou qu'on qu'on avait avait. le n'aura jamais poster. l'argent pour l'acheter. Ou voilà, exactement. Alors, On tu est sais, ému. avec Gad, le plus dur, c'est quoi? Quand tu lui parles, il faut faire gaffe qu'il te sort pas. Tu sais, il a toujours une. Il a la réplique, il a la Ouais. réponse directe. Ouais. Ouais, bah, je vois ça déjà là. C'est une déformation professionnelle, mais en même temps, je me sers de ça pour écrire des sketchs. C'est vrai, non, il a raison. il a raison. Et tu Il sais, commence il a à un me truc connaître. dans ses spectacles. Tu sais, tu essaies de faire le malin, il t'invite, il n'y a aucun problème. Et pendant le spectacle, il se dit, viens, toi qui fais le malin là chez toi, viens voir, viens. Fais-toi un spectacle maintenant avec le projecteur. Ouais. Faut Ouais, ça doit jamais être être devant tellement dans un difficile. spectacle. Jamais, Bah, les gars. écoute, Jamais c'est faire vrai ça. que parfois tu veux prendre la parole. C'est un peu comme les mecs qui se tirent la bourre en voiture. Tu as envie de dire vas-y.
Ouais, fais-le. Moi, j'ai fait ça plusieurs fois. Hein. Toi, on t'a vu faire. Avec une Fiat 500, tu bats une Ferrari. Hein. Ouais, ça c'est énervant. Ouais, c'est évident, mais c'est sûr. Il fait le kéké à côté de toi, et puis alors, premier virage, il est derrière. Quoi. Ça doit être trop bien. Ouais. Ça, c'est impressionnant par contre. J'ai une petite Ferrari. Twizy. Tu sais, les routes ici, si tu connais bien la route, ben, tu peux, enfin si tu la connais bien, tu peux aller bien rester sûr. derrière une Ferrari Ouais. ou quoi. Et des fois, quand je suis dans ma Twizy, je vois le gars en Ferrari ou en Lambo devant, énervé comme ça. Il se dit comment le petit là, le petit Mais jeune il y a des derrière. choses, tu vois, moi j'ai déjà roulé en karting dans des trucs indoor. Et il y a un truc qui est vraiment marrant, c'est qu'à un moment donné, tu mets le même kart, le même Ouais. poids. Si quelqu'un sait un peu piloter, je suis fasciné d'à quel point ça fait la différence. Au tennis, je veux bien, je vois que tu joues mieux que moi. Au foot, je le vois. Mais quand on est tous les deux dans une voiture, pourquoi toi tu vas... Ouais. Pourquoi Ouais. t'es devant? On Parce que- a la même voiture. C'est fou hein, C'est une question d'apprentissage aussi, et puis de dons, et puis il faut te préparer pour ça, il faut avoir pensé à ça toute sa vie, c'est sûr. Et puis la pratique, mais c'est comme dans tout. Hein. Tu me mets un micro devant la bouche comme ça, j'arrive Sur pas à scène. parler comme toi. Sur scène, c'est pareil. Ouais. Chacun son métier, et chacun est doué pour ce qu'il fait. Quand on a la passion de quelque chose, on est très fort dans ce qu'on fait, et peu importe le reste. Hein. Cela dit, ça rejoint, je pense que ça peut s'appliquer même à la comédie. Il y a mon maître absolu dans la comédie, c'est Jerry Seinfeld, c'est un Américain. Et il dit une chose par rapport à la comédie qui pourrait s'appliquer dans le sport automobile, dans les sports en général, dans la performance, c'est la comédie, c'est simple, mais c'est pas facile. Absolument. Ouais. C'est comme quand tu vois un pilote Absolument. faire une folie, ça a l'air, c'est simple, mais c'est pas Ouais, facile. c'est vrai. Bon. C'est très compliqué. c'est En très pilotage, compliqué. limite, si ça a l'air d'être tout smooth, tout simple et qu'il n'y a pas de correction et que ça a l'air d'être. Quand on regarde, on se dit, mais ça n'a pas l'air difficile, il a freiné là, nickel. Il faut qu'on croie qu'aller C'est- sur scène c'est facile et faire un C'est Grand ça. Prix c'est facile. Cela dit, c'est plus facile de faire un Grand Prix qu'aller sur scène. Après, c'est la confiance en soi aussi, je pense. Il y a beaucoup de confiance en soi. Il Oui. faut Ouais, bien c'est se sûr. connaître d'abord, je pense. Bon, on dit toujours qu'en voiture, il faut aller doucement pour aller vite. Ah ouais. Tu vois, tu conduis doucement et c'est là que tu vas vite. Tu es le plus coulé possible, tu fais pas glisser la voiture. Mais qu'est-ce que t'en sais toi? Non, mais C'est comme ça que c'est l'efficacité en fait. Ouais. Mais ça s'apprend, hein. Ça se vient pas du jour au lendemain, ça s'apprend. Il faut pratiquer, il faut rouler. Hein. Bah, c'est comme toi, Gad, j'imagine, tu as dû passer du temps à écrire des vannes, Ouais, à les complètement. pratiquer. Moi je pense que quand tu es un peu laid back comme on dit, c'est-à-dire que tu arrives, tu prends ton micro sur scène, tu fais 2-3 vannes tranquilles, les gens éclatent de rire, les gens disent waouh, il va. Ben t'es pas dans la. Pareil, c'est une métaphore assez juste. T'es pas dans je vais aller, je vais y aller, je cherche la vitesse, je cherche le rire, je cherche l'efficacité. Je pense qu'il y a des métaphores dans tout ce qui est très investi personnellement, C'est ça, ouais. comme athlète, comme sportif, comme tu vois, comme artiste. Et c'est vrai que si tu cherches le rire, tu l'auras jamais. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Par Faut que contre, ça vienne naturellement. si tu es relâché avec alors là, les gens ils sont morts de rire. Ah, bien sûr. C'est C'est vrai. comme l'orgasme, il faut pas le chercher. Je crois que c'est sur ces belles paroles. Les amis, j'ai un petit garçon Pas qui de est passionné souci. de voiture, qui est en train de tourner un peu partout. Il veut déjà que j'en achète. On a un œil Oula, dessus. oula, bon courage alors. Les gars, merci beaucoup, c'est cool. Bah, Merci merci de la à toi, présentation. Gad. Et puis on continue. Il voulait acheter la GT40, puis il a dit c'est pas assez cher. Ah, ok, Ah, mince. il y a un Je problème. crois qu'on va régler ça. Je vais retourner voir les Porsche parce que je suis fasciné par Porsche, surtout les vieilles Porsche. Seinfeld aussi, Ouais, énorme fan complètement. de Ah oui, Porsche. oui, ouais. ben, il a il une a vendu grosse la collection de collection. Porsche. Alors, il est complètement. C'est un grand collectionneur, Ouais. Jerry Seinfeld. Et j'ai été dans son hangar à Santa Monica en Californie où il a Incroyable. plusieurs dizaines de Porsche. Et c'est très impressionnant. Il a des élévateurs avec. Mais alors, je ne sais Ah pas oui, ok. s'il a l'électrique. Ah, je Faut crois- la voir, ah, elle est incroyable. pense pas. Ça lui manque à mon avis. Tu sais ce qu'il faudrait dans l'électrique? C'est une machine fabriquée qui reproduit le bruit. Mais tu sais qu'il y a certaines voitures qui ont cette option. Hein. Tu C'est- peux avoir Eh, le les bruit. haut-parleurs. Franchement, c'est ce qui s'est passé avec les appareils photo à un moment donné quand c'est devenu numérique J'avoue. et qu'ils C'est nous vrai. ont sorti le vieux. C'est vrai. C'est comme Bon, les maintenant gars. les clashs G, tu sais, quand tu fermes la porte, ça fait le beau. Ah bruit non, ouais, t'es comme- sérieux? Comme un Ouais, ouais. camion. Ouais, C'est ouais. les C'est bam, fait exprès. comme ça. Ouais. Exact, tu l'as bien fait. Mais merci beaucoup en tout cas. Bah, les on va gars, pas merci garder infiniment, plus longtemps hein. pour Je vais se faire un tour. Hein. Ça nous a fait Merci très Thierry, plaisir. merci la bande et puis à très bientôt. Ciao. À très bientôt, Ouais. merci, ciao ciao, bye bye. Le casque, ouais. Ouais, il va pas. Au top, Merci, merci Gad. On a un autre invité qui vient. Nickel. Comment ça va? Ça va très bien. Rappelle-moi merci. ton prénom. Jules. Jules. Enchanté, bienvenue sur Propulsion Podcast. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Regarde, il nous a mis le petit Salut, truc, Jules. Enchanté. Cédric. Alors Jules, nous on a discuté hier. Ouais. Donc là, Bien c'est sûr. l'idée de ce podcast, c'est vraiment
Comme tu as vu, on a des invités qui passent comme ça, un peu improvisés. Ouais. Donc, on avait un invité complètement aléatoire juste avant. Les deux invités étaient top. On a eu 2 invités top. Et là, tu vas nous raconter, parce que on a parlé là de Schumacher beaucoup et son expérience sur circuit et tout. Toi, ce que tu proposes, c'est quand même dingue, c'est à voir avec la Formule 1. Explique-nous un petit peu ce que tu peux proposer à quelqu'un qui est en train de regarder à Propulsion là. Alors nous, ce qu'on propose, c'est plusieurs activités autour de la Formule 1, mais principalement, c'est des stages de pilotage du coup qui se passent sur une journée entière. Donc vous commencez par de la Formule Renault pour s'habituer à la monoplace et une voiture de course, parce qu'évidemment on laisse pas n'importe qui monter dans ce genre de véhicule. Et puis l'après-midi vous faites des tours en Formule 1, donc ça va de 3 à... Des tours, parce que tu l'as lâché comme ça, tu l'as dit discrètement, mais des tours en Formule 1 quoi. C'est ça. Plusieurs types différents, non ? De Formule 1 ? Ouais. Bah on a plusieurs packs donc qui vont des années 98 en fait, c'est nos entrées de gamme si je puis dire, mais ça reste très très haut de gamme. Là où t'as plus de sensations aussi peut-être. Là où en fait on a des voitures qui vont de 98, donc la Benetton et la Prost 2001, donc en V8 jusqu'à les V8 Cosworth de 2011. La V8 c'est des Cosworth. Ouais. Et puis entre les deux on a les V10 Jaguar et Prost, donc qui sont emblématiques pour leur bruit. T'as des monoplaces turbo ou pas ? Non, c'est parce que là après ça devient de la dernière c'est 2011 non ? La plus récente qu'on a c'est 2011, c'est Williams, et après on est toujours en quête de l'actualité. Si on peut trouver plus récent on trouvera, mais bon après il y a l'hybride qui vient se rajouter, il y a les turbos, ça devient de la folie à ce moment-là. Ouais. Je veux dire, le Grand Prix de Monaco historique, ils acceptent toujours pas les voitures turbo parce que à ce moment-là ça devient de la folie. Les gens ils vont c'est hyper dangereux. À manier. T'arrives à un point où ça s'active et genre il y a des gens qui ont peut-être une expérience de rouler, mais si t'as pas l'expérience de rouler avec des turbos et tu fais pas des tours genre régulièrement, tu pars direct dans le mur. Tu m'étonnes, ça doit être. Tu sais, moi je vais tenter ma chance parce qu'on sait jamais, mais moi c'est mon rêve de vie. C'est mon rêve de vie de conduire une Formule 1. Moi aussi. Je fais ça et franchement, après c'est bon. Il peut se passer ce que je veux et c'est bon, j'aurais conduit une Formule 1. Mais laquelle est-ce que. Je sais que c'est dur pour toi de dire, tu peux sûrement pas avoir de favoritisme, mais de celles que tu proposes, est-ce qu'il y en a une où tu te dis. Celle-là, c'est quand même quelque chose. La Jaguar V10. Ah ouais. Celle qui est sur ton. C'est ça. C'est 130 décibels de pur plaisir. Je me souviens à l'époque comment ça nous éclatait les oreilles ces voitures. C'était un truc de malade. On a un autre invité. Franchement, moi je prendrais la Jaguar V10. Après, on est encore plus récent, donc la Williams. Mais c'est une voiture beaucoup plus compliquée. Et puis le V10, c'est emblématique. Soit le bruit. Absolument. Elle prend 15 000 tours minute. Elle est belle aussi. Et puis elle est magnifique. Elle est magnifique. Super belle. Et surtout, 720 chevaux pour 470 kilos. Moi, le pilote chez Jaguar, c'était Weber pour une raison ou une autre. Je pensais toujours à lui. Moi, je vois pas qui c'était le pilote chez Jaguar. Mais c'était Weber chez Jaguar. Là, en l'occurrence, nous, on a celle de Irvine. Eddie Irvine. Eddie Irvine. En plus, c'est ça. Mais ils sont plus en F1, Jaguar. Non, Jaguar, non. Non, c'est eux qui avaient fait le truc avec le diamant, non ? Oui, c'est ça. Donc ils avaient mis. Qu'ils avaient perdu d'ailleurs. Ouais. À Monaco. Donc. Oui, c'est vrai, je me souviens de ça. On pouvait aller le chercher toujours, mais en fait, ils ont eu un sponsor de diamant. C'est vrai. Et c'était pour Star Wars, je crois d'ailleurs. C'était une pub pour Star Wars à l'époque. Et ils avaient mis un gros diamant à l'avant de la Formule 1. Et après, c'était un coup de pub, tu vois, mais la voiture s'est scratchée. Et ils ont jamais trouvé le diamant. Donc le diamant, là, il est peut-être dans Monaco. Soit il est dans Monaco, soit quelqu'un l'a trouvé. Tout d'un coup, il y a un commissaire de piste, il s'est acheté une villa aux Maldives, incroyable. Un commissaire de piste de Monaco, on l'a plus jamais revu. Ouais, mais ça c'est incroyable comme les. Mais toi, tu as donc une de ces voitures. C'est ça. Et on peut aller la conduire. Donc l'acheter même si jamais l'acheter aussi tu vends. C'est pas le plus gros de l'activité parce que c'est pas tous les jours qu'on a des clients qui veulent acheter des Formule 1, mais ça nous arrive de les vendre. Et puis on fait aussi de la restauration, donc il y a des personnes qui ont des Formule 1 chez eux, qui souhaiteraient les faire rouler, mais qui n'ont pas forcément le... Ouais, c'est ça aussi, parce que moi je prends en compte, j'ai vu qu'il y a 2-3 Formule 1, même toi t'en vends, mais je me dis demain t'as ça, à part la mettre dans ton garage et rien faire, tu peux... Donc oui, il faut des mécanos, ça coûte de l'argent, mais tu peux la rouler chez toi. Exemple, si demain j'ai une F1, je peux aller chez toi rouler avec. Exactement. Ouais. Et puis on la prépare, on peut même la garder à l'atelier, la gardienner, et une fois que au moment où vous souhaitez la rouler, elle sera prête... D'accord, ouais, vous servez vraiment un service après-vente. Et vous êtes localisé où? Nous, on est à Manicourt, et puis on roule au Castellet, à Barcelone, à Portimao, à Dijon.
un peu partout. Vous faites des journées comme ça, un peu comme des journées portes ouvertes, des choses comme ça C'est possible de passer nous voir sur les journées de stage en général. Par exemple, là, on roule le 29 septembre au Castellet. Vous pouvez passer, voir les voitures, ça, il n'y a pas de souci. Faut pas nous le dire 2 fois. C'est ça, exact. Tu vas nous voir arriver tous les 3 avec la valise là. Avec plaisir. Et où est-ce que les personnes qui regardent ou qui écoutent, j'ai dit personne bizarrement là, vous avez capté mais ça fait 3 jours que tu parles bizarrement. Ouais, c'est vrai, on n'a pas beaucoup dormi, on est sorti hier soir, je t'avoue. Mais où est-ce qu'on peut vous trouver, site, Instagram, tout ça? Facebook, Insta, LRS Formula, et puis après site internet. LRS Formula. Nickel. Vous allez tomber dessus facilement normalement. T'es au top. Magnifique, parfait. Qu'on se fasse une journée un jour. Mais d'office. Moi t'inquiète, je vais t'appeler. Hein. Oui, je répondrai. Nickel. T'imagines la vidéo de ça? Moi je pense que je pleure. Hein. Je pense que je conduis. J'ai récupéré des personnes descendre de la F1 en pleurant. Le jour où je sors d'une F1, je pense que ça, je vais être d'office très émotionnel. Très émotionnel. Moi je sais pas si je rentre dans la F1 en fait. Si, c'est bon. Moi je rentre. T'en as quelques-unes un peu allongées? Toutes. C'est une baignoire. La tête sûr. elle est à ça du volant. Une baignoire, j'aime beaucoup cette expression. C'est comme ça qu'on le dit aux clients, asseyez-vous dedans comme dans une baignoire. Ouais, parce que t'as les jambes genre vraiment presque au-dessus des épaules. J'ai conduit une F3. Et ça c'était déjà violent. Et je me rappelle de la position de conduite, c'est un truc de dingue. Mais bon, F1 c'est autre chose. C'est le gros stade au-dessus là. Ouais. Merci d'être venu nous voir. On va voir. Cool. Je crois qu'on a un autre invité qui va nous rejoindre. Mais sûr. Super, et la famille, je vous conseille vraiment d'aller voir ce que tu proposes. Parce merci, que c'est merci beaucoup pour l'accueil. Merci beaucoup. Bien sûr. On se voit après. T'inquiète, on va venir te voir. Alors maintenant on a Philippe. Voilà le plus beau. Préparez-vous la famille. Attention les gars, je l'ai connu il y a 12 heures. Je me rappellerai lui toute ma vie. Moi. Alors ça va? J'espère que tu as oublié une partie. Non, j'en souviens. Tu parles dans le petit cercle là, tu vois, comme ça. Okay, je m'en souviens de toute partie. Ça va, tu vas bien? Alors Ethan, le fils. Je sais pas si on te voit bien, peut-être mets-toi plus proche. Mets-toi sur les genoux de Philippe. Non. Ethan, le fils d'un ami. Et qui est un passionné de voitures, qui est là, qui adore tout ce qu'il y a ici, principalement les voitures américaines, donc il a bon goût. Donc voilà. Merci Ethan d'être venu. Tu as déjà regardé le podcast? Voilà, tu écoutes. C'est cool. Merci. Ça fait plaisir. Et tu finis avec ce monsieur. Alors, on va pas aller par 4 chemins. On va pas y aller par 4 chemins. Philippe. Hier soir, on est sorti, Philippe, et on a passé un bon moment. Ça va, t'as récupéré? Je me rappelle pas de la fin. Non. Nickel. Et je crois qu'il vaut mieux oublier. Alors, Philippe, tu nous as permis à nous deux de conduire des voitures d'exception, une AC Cobra, une GT40. On va rentrer dans ce que tu nous amènes dans le futur à nous deux parce que c'est exceptionnel. Mais raconte-nous ce que tu fais et d'où t'es venue cette passion. Alors la passion, c'est il y a 40 ans qu'elle commence. Non, elle était déjà là avant, mais il y a 40 ans, quand j'ai 14 ans, je décide d'arrêter l'école et de faire de ma passion un travail. Donc je rentre dans un garage comme apprenti mécanicien. Je suis celui qui essuie les taches d'huile au sol, celui qui nettoie, parce qu'à l'époque on n'avait même pas de produits comme les dégraissants actuels, mais on siphonnait les voitures d'occasion qui rentraient pour récupérer l'essence et on nettoyait avec un pinceau les pièces pour les dégraisser. Donc je sais ce que c'est de commencer à l'ancienne. En bas. Et vraiment en bas, parce que moi je me rappelle mon premier salaire en tant qu'apprenti, c'était 50 francs belges la semaine. 50 francs belges, c'est 1,25€ la semaine. Donc si ça c'était pas de l'exploitation, mais bon, il fallait bien commencer. Je n'aimais pas l'école, je voulais travailler et voilà, de fil en aiguille j'ai évolué. À 18 ans, je rentre comme ouvrier dans un garage Mercedes après mon apprentissage, mais très rapidement je prends une activité complémentaire et je suis passionné par les voitures américaines. Donc je commence à réparer en fait. Pourquoi les américaines? Qu'est-ce qu'elles t'ont fait? C'était quoi l'effet qu'elles t'ont fait? C'est le film American Graffiti.
c'est gris. Le bruit peut-être, non? Le bruit, c'est le lifestyle qui vient avec un peu. Je suis le fils de baby boomer, donc moi je voyais les photos de mes parents qui roulaient en voiture américaine. La première voiture que j'ai conduite, c'était sur les genoux de mon père et c'était une Jeep Grand Wagoneer. Là je viens d'en racheter un parce que même si c'est pas un truc pour faire du business, ça me rappelle tellement de choses. Je me rappelle du bruit du V8, j'en ai encore, rien que d'en parler, j'en ai encore des frissons parce que c'est devenu comme ça. Donc, pas d'argent, donc il faut en faire un petit peu. J'accepte beaucoup de travaux. J'essaye de faire un maximum d'américaines, mais je prends aussi de l'alimentaire en réparant les voitures de voisins ou des choses pareilles. Et avec les premières économies, je dis à ma femme, on va partir au Canada. Parce que moi, je ne parle pas anglais, j'ai arrêté l'école très tôt, je n'ai pas de bagages. Et je dis, on va partir au Canada, on va partir au Québec, parce que là, ils parlent français, et on va aller acheter une première voiture d'occasion. Et on est parti, avec nos petits sous et notre traveler chèque, et on est allé là-bas, et on a acheté une première Ford F-150. Ah oui, ok. Alors, Ford F-150. Un gros pick-up. Alors en fait, c'est pas pour rigoler ça. C'est ce que mon frère rêve d'avoir. Qui passe chez moi. Donc voilà, je vais la jouer assez ouverte. Il n'y a pas Internet à l'époque, donc on peut marger. Parce que les gens ne connaissent pas ce qui se passe de l'autre côté du monde. Il n'y a personne qui le fait. Avec le bénéfice que je fais sur le premier, on repart, on en achète 3. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que ça s'est passé. Je vais couper court après cette histoire de vente de pick-up et de 4x4 américains pour vous parler de la première importation que j'ai eue. En fait, j'étais le premier importateur Hummer en dehors des États-Unis. Ok, Hummer. Donc de 92 jusqu'à 2009, quand la marque arrête, je départ importateur pour le Benelux, donc Belgique, Luxembourg et Pays-Bas. Et comme il n'y a personne qui fait ça, je travaille avec des apporteurs d'affaires qui m'ont permis de rencontrer des gens assez invraisemblables. Par exemple, j'ai vendu à l'époque un Hummer H1, donc vraiment celui de l'armée là. À Eugène Chaplin, le fils de Charlie Chaplin. Donc, moi j'étais Charlie Chaplin, son fils, donc voilà. La période Hummer 2009, ça s'arrête parce qu'il y a une restructuration autour des marques satellites aux États-Unis. Donc il y a des marques autour des trois grands, donc de Chrysler, de GM et de Ford, qui sont littéralement arrêtées, pas de faillite ni quoi que ce soit, mais arrêtées, restructuration. Donc il y a des marques comme Mercury, comme Hummer du groupe GM qui sont arrêtées. Je me retrouve sans importation, j'avais déjà la passion des voitures anciennes. Et toi, tu as eu une idée de génie à un moment, hein. On y revient, désolé d'avoir coupé, mais je me souviens de l'idée de génie que tu as eue. Vous allez voir, c'était sans prétention, je pense que je devine un petit peu ce qu'est le marché. Aujourd'hui, je n'ai aucune idée de ce que va être le marché parce que je ne crois pas à l'électrique. Si un jour tu le sais, tu nous dis. Si un jour je le sais, je vous le dirai. Mais là, pour l'instant, honnêtement, j'ai pas de vision. Je pense que la seule chose dont je suis certain, c'est que la voiture ancienne sera toujours là. On ne va pas arrêter de rouler en voiture ancienne. Les gens paieront peut-être un carburant plus cher. On arrivera peut-être à des carburants synthétiques, j'en sais rien. Mais je pense que ça sera plus ça, moi aussi. Oui, des carburants synthétiques. Mais en tout cas, ce que je suis sûr, c'est qu'il y a une telle passion autour de la voiture ancienne que ça continuera. Attends, mais carburant synthétique hydrogène. Non, pas hydrogène. Non, l'essence synthétique. Je ne sais pas si vous avez entendu que Porsche développe. La Porsche développe aujourd'hui. Et c'est avec d'autres manufacturiers, la production de carburant synthétique qui va pouvoir remplacer l'essence que nous avons, qui vient du fossile, quoi. Donc, j'étais pas au courant. Moi, j'en discutais avec un gars, un Corse qui boit beaucoup de pastilles, donc on était sur une discussion. Un Corse marseillais. Ouais, il était. Un Corse marseillais. Et on discutait de ça, et il me disait, et c'est vrai qu'elle est pas bête son idée. Comment tu expliques aujourd'hui qu'on va passer toutes les voitures en électrique? Alors que, c'est-à-dire toutes les voitures essence, tu les fous à la poubelle, mais on peut pas les foutre à la poubelle, tu vois. Donc il a dit, il faudrait trouver ce carburant-là, et ça va être l'avenir, à mon avis. Je pense. Parce que ce carburant, ils vont juste trouver une méthode pour juste changer, comme ça se fait. Enfin, aujourd'hui, tu peux changer certains trucs et passer au bioéthanol, c'est ça, je crois. Oui, tout à fait. Tu changes juste une pièce ou un truc. Et je pense que ça sera ça l'avenir. L'électrique,
c'est une tendance, je pense. Ça va durer, il y en aura toujours, mais pas ce qu'ils essayent de faire. Je pense c'est impossible. Parce que sinon, ça veut dire toutes les voitures, tu es obligé d'enlever le moteur, mettre une batterie, machin. C'est un coût monstre. C'est compliqué. Et Non, voilà. c'est pas possible. Quand on voit en fait également le coût de cette électricité aujourd'hui qu'il faut produire et qui est devenu très très Ben, c'est cher, ça. à un moment, ça. Mais t'as vu ce qui s'est passé là? L'Europe a dit en gros En 2035. Bah, Ethan, toi, quand J'y t'as crois quel âge pas. maintenant? J'ai 16 ans. T'as 16 ans? Ok, donc quand tu rouleras, ça sera peut-être différent que nous. Bon, je pense que tu passeras quand même où tu pourras conduire les voitures comme on les connaît, comme on les aime. Ah, j'espère. Est-ce qu'il y en a une ici? Je te dis, il y en a une que tu peux prendre. Tu prends laquelle? À la Countach, je pense. Ah oui, bah oui, c'est vrai, on a surtout, fait le tour ensemble. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, ça elle fait est 3 jours qu'il tourne quand même, donc il a ça en tête. Hein. Ouais, C'est elle et depuis rien le début, d'autre, tu là. nous parles de la Ah, Countach. bah, c'est Ouais. c'est la C'est voiture de mon exceptionnel. père, c'est la voiture qu'il Ouais. adore. Depuis qu'il m'en parle tout le temps, dès qu'on la voit, il me dit. Mais c'est Il ça, t'a c'est un transmis. effet. C'est comme toi, tu disais, tes parents conduisaient des voitures américaines. Moi, mon père adorait des 911. Enfin, il a jamais eu de 911, mais il adorait cette voiture. Mon père il roulait en Formule 1. Ouais, bah du coup, mon dad, c'est foutu quoi. Ça, c'est Mais c'est fou à quel point ça se transmet quoi. Mais bon, ben, je t'espère que tu auras cette Countach. Ah, j'espère. Il faut l'acheter bientôt. maintenant parce qu'à mon avis, quand tu auras 18 ans ou 20 ans. 750 000 hein, quand même. Ouais, à mon avis, Bon, il y en a, ça sera il y en encore a plus. d'autres, hein, mais Ouais. Ouais. ça va monter. Mais, ça va monter. mais c'était quoi ton idée de génie? Alors raconte-nous. Ah, Eh mais- bien, L'Edith Ouais. Jenny, c'est. Non, allez, je ne vais pas dire l'Edith Jenny, Oui, je mais- ne vais pas être prétentieux. Non, l'idée, c'est de me dire la voiture américaine, qui est ce que je connais et ce que je fais. Oh la J'entends- pause de suspense Oui, que tu ouais, nous ouais, as ouais, lâché ouais, là. ouais, donc je- Elle était oui, incroyable. c'est- Elle était mythique celle-là. T'as fait un petit coup comme ça de. En même temps, c'était mythique. Tu t'as lâché. Non. Vas-y. Je me suis dit, en fait, enfin, je me mets à la place de celui qui veut une voiture ancienne, où il y a le collectionneur qui garde, où il y a le spéculateur qui achète et qui vend, où il y a l'utilisateur. Et moi, je suis dans l'esprit de l'utilisateur. Pour moi, une voiture, c'est moi fait aussi. pour rouler. C'est pas pour être stationné, c'est pas pour être Pas collectionné. forcément beaucoup, mais rouler quoi. Rouler, voilà. Moi, je roule beaucoup avec mes voitures anciennes. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens, quand je commence il y a 13 ans l'importation Shelby, qui ne veulent pas tomber en panne parce qu'ils ne sont pas dans le domaine. Donc, c'est-à-dire qu'ils veulent une voiture qui va du point A au point B sur une route et pas un camion de dépannage. Et qui ne veulent pas non plus C'est mieux. passer tous les X mois ou X semaines dans un garage pour réparer. Et je me dis, que faire? Et j'apprends, j'en avais déjà entendu parler, que Shelby lance les continuations. Donc, c'est-à-dire des voitures neuves aux spécifications des voitures anciennes, qui roulent de la même façon, donc elles ne sont pas aseptisées. C'est un véhicule vraiment qui met l'essence en éveil comme si on roulait en voiture ancienne, mais on tourne la clé, on met du carburant, on fait une révision tous les 2-3 ans et entre les deux on roule. Donc c'est ça qui m'a mis en fait dans l'idée de chercher à faire quelque chose de différent. J'ai un grand ami qui malheureusement vient de décéder il y a quelques mois, il avait 89 ans, c'était Claude Dubois, un pilote en fait qui a roulé au Mans avec Carroll Shelby, que je connaissais déjà depuis quelques années, à qui j'ai demandé s'il était possible de m'introduire chez Shelby. Il l'a fait avec beaucoup de gentillesse. Au départ, ça n'a pas fonctionné parce que les Américains enfin, ils s'arrêtent. Pour eux, le monde s'arrête à leurs frontières. Ouais. Tu sais, la Belgique pour eux, c'est une province entre l'Allemagne et la France. Ouais, hein. exactement. La seule chose qu'ils connaissent, les Américains, c'est Bastogne, parce qu'il y a eu en fait la guerre des Ardennes pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, ils connaissent, mais autrement, ils connaissent pas la Et Belgique. encore la génération aujourd'hui. Non, elle ne la connaît pas. Donc on part aux États-Unis, on discute avec les gens chez Shelby, mais ça va pas, ils ne croient pas au projet, ils n'ont pas envie de se casser la tête à faire des voitures pour un marché qui est différent du leur, parce que eux c'est plutôt dans l'esprit Cars & Coffee les voitures, c'est-à-dire mettre les moteurs les plus démesurés, mettre le plus de chrome, mettre les échappements qui font Le plus de bruit, chevaux. s'installer avec 2 chaises de camping sur le parking d'un grand magasin et faire vroom vroom. Nous, nos voitures, on a des gens qui font 5 à 6 000 km l'année avec. Donc c'est pas ce qu'ils cherchent. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est une voiture qui démarre, qui a du couple,
qui roule, qui est utilisable. Ils veulent pas des 9 litres de cylindrée. Des 4 litres 7 ou des 4 litres 9, c'est très bien. Mais par contre, ils veulent des voitures où ils peuvent rouler en 5e à bas régime. Il ne faut pas oublier que la Cobra, c'est un peu la Harley sur 4 roues. Hein. Donc ça fait du bruit. C'est une voiture. C'est exactement ça. Voilà, c'est une voiture en fait qui est rock'n'roll. C'est une voiture qui dégage aussi un capital sympathie très important. Donc c'est vrai que quand tu roules en Cobra, tu n'as pas besoin de te justifier. Et puis que ce soit des jeunes comme Ethan à 16 ans, ils savent déjà ce que c'est une Cobra. Et même encore plus jeunes. Comme des personnes qui ont 80 ans aujourd'hui, ils les ont vus rouler à l'époque. Ils en ont encore les frissons. Donc maintenant, il y a 13 ans que je suis importateur Shelby pour l'Europe. Donc nous, ce qu'on fait, c'est les continuations. C'est ce qu'on fait le plus. Donc des voitures neuves fabriquées au modèle d'époque. Quelques Shelby d'époque dans les Mustangs, donc les GT 350, les GT 500, les GT 500 KR. Ça, je vais dire, on en fait moins parce que nous, ce qu'on veut, c'est livrer de la bonne voiture utilisable. Et les restaurations américaines, c'est souvent en fait assez moyen. Donc nous, on achète des voitures qu'on cherche matching. Donc surtout boîte manuelle, parce que la boîte automatique des Shelby GT 350 500, c'est une boîte 3 vitesses complètement dépassée. Donc nous, on prend les manuels. D'époque, plancher non ressoudé, pas accidenté. Les voitures sont démontées dans notre carrosserie, sont totalement restaurées et on les vend. C'est vrai, on les vend cher parce qu'elles sont parfaites, mais on les vend à des gens qui veulent rouler et qui ne veulent pas. Ça, c'est beau. Voilà, qui ne veulent pas que 10 ans après, il y a du mastic qui saute et il y a une cloque de rouille qui est derrière. Nous, c'est décapé, c'est vraiment du tout. Donc vous gardez quand même un peu comme le principe de l'électrique, là, vous gardez tout le châssis, tout ça. On garde toute la voiture. On garde toute la voiture. On la remet dans les conditions où elle est sortie d'usine à l'époque. On apporte quand même quelques modifications, radiateur d'huile pour le moteur, frein avec des plaquettes Pagide, des problèmes qu'il y avait avant, voilà, sur d'autres, des choses pareilles. Mais en fait, on ne la dénature pas. Et alors, ce qu'on fait maintenant depuis très peu de temps, parce que j'en avais pas les moyens, c'est acheter de temps en temps une Shelby originale, une Cobra originale. Ah oui, ok, donc là, là j'en ai 2. Wow. J'en ai une qui est extrêmement rare parce qu'en fait c'est la voiture du film Viva Las Vegas avec Elvis Presley. Donc c'est une voiture où j'ai la facture de Carroll Shelby à la MGM à l'époque pour la location de sa voiture pour tourner le film. Donc j'ai plein de photos d'époque, j'ai plein de trucs. Et ça c'est une voiture où Elvis Presley a roulé avec pour ce film-là. Et celle-là tu la gardes pour toi ou tu la vends ? Je suis pas collectionneur, j'aime bien faire du business. Tout est à vendre. Tout est à vendre, ce n'est qu'une question de prix. Non, c'est pas ça, je suis pas mercantile, c'est pas ça, mais j'aime bien d'avoir, je sais pas tout garder. Donc j'aime bien d'avoir, de développer, de la rendre la meilleure possible, de rouler avec puis de la vendre et de passer à autre chose. Un passionné peut-être. Voilà, et comme on a de bonnes relations en fait avec nos clients parce qu'on essaye de faire ce qu'il y a de mieux, si j'en ai besoin, je lui téléphone, il me la prêtera. Comme c'est le cas avec la GT40 ici. Je devais recevoir une GT. Celle-ci, c'est une voiture client. C'est une voiture client. Je devais recevoir en fait la même en conduite à droite avec un passeport FIA. Retard du bateau, elle n'arrive pas à temps. Je téléphone à un copain monégasque ici. Je lui dis écoute, est-ce que tu es d'accord de me prêter ta voiture ? Pas de problème, viens la chercher dans le garage, je la mets ici. Donc c'est pas celle-là qui est à vendre, c'est la même conduite à droite. On a de très très bonnes relations. C'est devenu des copains maintenant. Oui, parce qu'on vit la même passion, on essaie d'offrir le meilleur service après-vente, donc on n'a pas de tension avec nos clients. Et puis on voit à très long terme. Moi, je travaille avec pas beaucoup de clients, mais à qui je vends pas mal de voitures parce que maintenant, je vais un peu quitter Shelby, mais je fais aussi des voitures exotiques. Donc, c'est-à-dire ce que les autres ne font pas. Non, mais c'est des voitures exotiques. Tu sais, aujourd'hui, dans des spots comme Cap Ferret, comme Saint-Tropez, ils ont tous la Mini-Moc, la Méhari ou des choses pareilles. Moi, j'adore la Mini-Moc. Tu as une Mini-Moc ? Non, moi je fais autre chose. Voilà. Tu vois, par exemple, moi je fais en fait des anciens Land Cruiser. Des Toyota Land Cruiser des années 70, totalement restaurés. Et les gens aiment bien, nos clients aiment bien, parce que c'est ce que les autres n'ont pas. Là, je suis en négociation depuis 2 ans avec l'entreprise que Bruce Meyers a fait à l'époque. Bruce Meyers, c'est lui qui fait le premier buggy, le Manx, celui qu'on voit dans l'affaire Thomas Crown. Il est décédé, je l'avais rencontré à Francorchamps lors d'un bug show qui était une concentration européenne autour des buggy. Et j'ai pris contact avec des jeunes aujourd'hui qui relancent la marque. Donc c'est-à-dire qu'ils font, comme pour mes Cobras, ils font des Manx continuation.
C'est cool ça. Ouais. Et donc donc ça, c'est on vend aussi. On vend des manques. J'en ai un qui va arriver ici à Monaco, Seb, et comme je m'entends très très bien avec le client, je te proposerai de faire un essai du manque parce que c'est décalé. Et je vois aussi qu'on a une clientèle aujourd'hui un peu plus jeune, des gens qui ont rêvé aussi quand ils étaient enfants des buggy et qui aujourd'hui ont 50, 55 ans ou 60 ans et où le buggy fait encore rêver. Et nous, on fait ces buggy-là également. Donc, voilà. Tu as été tellement généreux avec nous deux, mais pour moi en perso, en tout cas, je peux te remercier parce que de nous laisser conduire ces voitures. Et là, surtout, tu vas me permettre de faire un mini road trip avec mon meilleur pote. On va faire un mini docu-série sur ce road trip qui va être dingue dans une AC Cobra. T'imagines le kiff quand même, ça j'ai tellement hâte. Donc moi je voulais juste dire publiquement merci. Mais avec plaisir, avec plaisir. Ça va être très cool. C'est sympa. Mais moi, ça fait bizarre de le voir sérieux en fait. Je te jure. Pas de photo, pas de vidéo. J'ai pas de vidéo, j'ai pas de photo, ça fait bizarre de voir ça. Ouais, après ce qu'on a vu hier, les petits mouvements de danse comme ça. Juste un petit mot, Philippe. Le coup de génie dont moi je parlais, c'était plutôt par rapport au couvre-roue que tu offrais aux gens et que tu t'es fait connaître. Oui, ça j'ai oublié une anecdote. Pour le petit mot de la fin. Donc en fait, quand je commence les 4x4, il faut se faire connaître, j'ai pas de sous. Et il y a de plus en plus de véhicules 4x4 japonais qui circulent. Je vends aussi des accessoires parce qu'à l'époque on vendait des jantes, des boules-barres, des marchepieds, tout ça. Aujourd'hui il n'y a plus de marché pour tout ça parce que les constructeurs le font en sortie d'usine. Mais à l'époque, tu achetais une Suzuki Vitara, tu mettais 4 jantes, tu mettais des élargisseurs d'ailes, tu mettais un pare-buffle, des longues portées, des marchepieds, même une radio parce qu'il y avait des voitures qui n'avaient pas de radio à l'époque. Il y avait un marché de la pièce détachée. Et je me suis dit, plutôt que de dépenser de l'argent pour faire de la publicité dans des magazines, parce qu'à l'époque, il n'y a pas les réseaux ni quoi que ce soit, je vais faire fabriquer des housses de roue de secours, parce que tous ces véhicules-là ont une roue de secours à l'extérieur, avec ma publicité. Et j'ai dit aux gens, venez chez moi, je vous offre une housse. La housse, ça ne me coûtait rien. C'était un morceau de vinyle qui était simplement avec de la sérigraphie dessus. Et là, on a vu partout en Belgique rouler des voitures avec l'ancien garage que j'avais avant, qui était, enfin pas l'ancien, mais le garage qui portait un autre nom avant, qui s'appelait Off-Road Service. Et les gens roulaient tous avec une roue de secours. Alors en plus, ils avaient l'impression d'avoir un beau cadeau. Parce qu'une housse, c'est grand. Et ça coûte c'est cher. grand. Enfin, dans la tête des gens, ça coûte des sous. Ouais, moi, ça me coûtait rien. Ça me coûtait 5 €. Et j'avais des voitures qui roulaient partout avec ma housse de roue de secours. Je dis, oh, ça c'est une entreprise qui marche. Regarde toutes les voitures qui vendent. C'était pas des voitures que j'avais vendues. C'était simplement un cadeau que j'avais fait aux gens. C'est ouf. Très intelligent. Très intelligent. Là, je vois que tout le monde est en train de penser pour leur société. En mode, comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Alors, moi, j'ai envie de finir sur une question. Toi qui connais maintenant les américaines, tu as pu toutes les rouler, les importer, tout. Une voiture, Cobra, Mustang, GT40, américaine, t'en as une que tu peux garder, tu prends laquelle? Et je vais te répondre honnêtement, c'est pas parce que je les vends, c'est la Cobra. La Cobra, tu peux même pas t'imaginer ça. Laquelle? La Cobra 289 FIA. Ouais. Pas le Dragster, pas la 427, pas la Slapside, pas les 3 avec les roues rayons, mais la 289 FIA, la même que celle avec laquelle Thierry Boutsen a gagné le Tour Auto. C'est une voiture avec le toit et tout comme ça? Non, moi je la prends sans le hardtop, sans le hardtop en roadster. Écoute, cette voiture-là, elle est rock'n'roll, elle fait du bruit, elle est puissante, elle est fiable, elle est rivée au sol. Tu sais, c'est incroyable de voir qu'une voiture si ancienne au niveau de sa technique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une 289 FIA, c'est l'évolution de la CS. Ça a une suspension en lame de ressort transversale à l'avant, à l'arrière. C'est très archaïque. Tu nous as tous perdus en une phrase là. Voilà. Non, mais enfin, je vais t'expliquer. Une suspension en lame de ressort transversale, c'est comme les calèches. Tu vois, les calèches avec des lames comme ça. Ouais. Et Shelby, il est très pragmatique. Il veut construire une voiture américaine, il n'a pas beaucoup d'argent. Il cherche à réduire le coût de la production, mais avec du bon sens. Et il développe une voiture avec des éléments qui sont des éléments à l'époque bon marché. Et il fait une voiture de course qui bat tout le monde. La Cobra, c'est vraiment la voiture que je préfère. Moi, je roule beaucoup avec la mienne. Je fais entre 5 et 6 000 km l'année. On fait des rallyes, on fait des voyages. L'année passée, avec ma femme, on a fait un tour de France en Cobra. On est parti 20 jours. C'est incroyable. Avec quelques sacs souples dans le coffre pour partir 20 jours. On a choisi les chapelles qu'on voulait faire, c'est-à-dire les chouettes restos, les chouettes hôtels, les beaux spots. On a fait des trucs de dingue. Bon, on a eu de la pluie et il n'y a pas de toit dans une Cobra. Demander est-ce qu'il a plu. Donc, ah oui, il n'y a pas de toit dans une Cobra. Nous, c'est le problème auquel j'ai peur pendant notre Non, tu prends 2 kW et voilà, c'est bon. Ça pimente le truc.
Ouais. Alors moi, juste vite fait, celle qu'on va prendre sur le trip, c'est une... C'est une 2,89 FIA. Waouh. Ouais, c'est une série très spéciale parce que c'est une série anniversaire, limitée à très peu d'exemplaires. Celle-là, en fait, elle a un moteur plus puissant que celle qui est ici ou même celle que Thierry a utilisée et Cédric, parce qu'en fait, elle a un moteur stroké. Donc, c'est-à-dire qu'elle a stroké, ça veut dire avoir un alésage plus grand et un vilebrequin à longue course. Donc, c'est-à-dire qu'on prend le moteur d'origine, qui est un 302 cubic inch, donc 302 c'est 4,9 litres. On y met un vilebrequin à longue course, un alésage plus grand, et on arrive à 6 litres de cylindrée sur le même bloc. Donc on passe d'un moteur qui fait 350 chevaux à 500 chevaux. Ah ouais, quand même. Tu roules, ça a tellement de couple que tu roules en cinquième à 1500 tours, tu remets un filet de gaz, ça repart sans à-coup. Mais par contre, tu as 500 chevaux dans une voiture de 980 kg. C'est ça. C'est surtout ça. Dingue. Et en plus, qui n'est pas aseptisé. Tu vas t'envoler. Ouais, pas d'assistance, pas j'ai trop d'ABS, hâte. pas de traction J'ai contrôle. trop hâte. Ah mais tu vas t'amuser. Enfin, je sais pas qui est le deuxième. C'est qui Ouais, le deuxième Agostino, c'est un ami, tu le rencontreras, c'est une légende. Tu l'as déjà rencontré? C'est possible. C'est un de mes meilleurs potes, gros passionné, il a conduit énormément de voitures, c'est un... Bref, tu t'entends t'as très bien. déjà une idée de l'itinéraire? Non, pas exactement. Je t'avoue qu'on n'a pas pu vraiment planifier. Je sais qu'on commence au Grand Prix de France, c'est tout ce que je sais. D'accord. Donc on va l'amener ici au Castellet et après on verra. Alors si je peux, moi je pense que toi tu vas aimer ça. Une petite anecdote. J'ai eu la chance, avant qu'il soit décédé, de rencontrer Carroll Shelby. Donc incroyable. Ça, ouais. C'était à Los Angeles. C'était à travers quelqu'un qu'on avait rencontré. On est dans un club de golf. Et j'arrive et il y a une nouvelle dans cette époque-là, c'était la dernière, maintenant elle est plus vieille. Mustang noir avec 2 bandes en or. Ouais. Garé devant ce club de golf. Et moi je la regarde, c'est incroyable, j'avais peut-être 14 ans, quelque chose comme ça. Et je rentre et assis dans un coin, Carroll Shelby. Et donc je vais le voir, je fais Monsieur Shelby, incroyable de vous rencontrer, je suis tellement un fan de vous, de tout, exceptionnel. On parle rapidement, incroyable. Adrien il m'a fait ouais, t'as vu la voiture dehors, t'as aimé tout. Je lui ai écrit ensuite une lettre avec mon plan un peu de ce que j'allais faire et comment il m'avait inspiré. Tu travailles de ta passion, t'as pu vivre autour de l'automobile. Mon rêve c'est de vivre dans le monde automobile. Voici ce que j'ai envie de faire, etc. Et donc j'ai écrit mon truc. Et cet ami lui a amené au golf, pareil. Il a signé, je te souhaite tout le meilleur. Nanana, et pas longtemps après il est décédé. T'as toujours la lettre? J'ai toujours la lettre signée avec mon plan et maintenant je vis de ma passion dans l'automobile. Ah bah, donc ça c'était ma petite anecdote que je trouve fun autour de très beau, très beau. C'est incroyable. Ouais, on est tous des passionnés. Ouais, mais moi il y a un truc que je dis, la partie la plus lucrative de mes loisirs, c'est mon travail. Quand je me lève le matin, je fais ce que je veux, comme je veux, je gagne des sous. Et j'ai la belle vie. Voilà. Ah, on a vu ça hier soir. Bon, super. Sur ce, merci beaucoup, Ethan. Dernier mot, Ethan. Ciao. Ouais, merci beaucoup. Merci. Philippe. Allez, légende. Merci. Ciao. Je vais te reprendre aussi le casque. Sinon, tu vas tout. Ils font tout ça, hein. Gad, lui. Et ouais. Ils veulent partir avec. Merci. On se voit après. Hein. Trop cool. Trop cool d'avoir ça. Donc, il y a la famille derrière. Vous allez bien? On est en live podcast. Vous êtes sur la caméra si vous voulez dire coucou. Bonjour. Tu veux dire salut vite fait, tiens. Dis coucou. Salut tout le monde, bonne journée. Voilà. C'était cool comme c'était podcast. vraiment varié. Vous avez eu une super idée, les gars. C'était pas mal, hein. Ouais, c'est sympa. Il y a eu du monde, il y a eu des belles histoires. On a eu des guests de luxe. Surtout le truc, c'est quand tu arrives à un salon auto comme ça, c'est exactement ce qui se passe. Tu croises des gens, tu entends des histoires, tu entends des anecdotes. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit, ça serait cool d'essayer de transmettre ça à travers un podcast, quoi. Donc si vous voulez plus de podcasts dans ce genre, on peut aller à d'autres salons. Ah ouais, absolument. On peut refaire ici l'année prochaine et tout, mais moi je trouve ça assez fun. J'espère vraiment que le bruit n'a pas trop gêné les personnes qui regardent en version audio seulement. On s'en excuse, on peut rien y faire, on est en plein milieu d'un salon. On a les meilleurs micros. Ouais, on fait de notre mieux. Hein. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé et ça a été très cool. Merci les gars. Merci à tous les gars. Ouais, merci à Cédric de nous accueillir sur son stand. Et bravo. Merci à vous, merci à vous les gars. Donc ça fait plaisir. Super cool comme truc, un vrai kiff. Bref, on est sur Spotify,
sur Apple Podcast, sur Deezer. On n'est pas sur iTunes. Voilà. Sur YouTube. Franchement, ça nous aide énormément si vous laissez un petit commentaire sur n'importe quelle plateforme. Ça nous aide beaucoup. Et ça nous aide à nous propulser vers le haut. Ici chez Propulsion. Merci la famille. Merci. Et à très bientôt. Ciao à tous. Ciao. Bye bye.